La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non l'événement un problème à résoudre qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Et non, ce n'est pas Thibaut au micro pour l'introduction, car aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pour marquer le 10e épisode d'Histoire Kintsugi, Thibaut m'a demandé de l'interviewer. Ensemble, on va parler du décès de son père lorsqu'il avait 12 ans. Comment grandit-on quand on a vu la mort d'un proche si jeune ? Comment évoluent les relations avec les gens qui nous entourent ? On va également parler de basket, de tatouage et de suivi psychologique. Thibaut nous parle de comment il s'est construit avec des repères différents, comment il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui et de sa vision de la vie, pleine d'optimisme. Bonne écoute. Salut Thibaut. Salut Hortense. Merci de me confier ton rôle pour cet épisode un peu spécial. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Tu es déjà rodé à l'exercice, donc tu sais par quoi on va commencer. Tu as déjà présenté pas mal d'épisodes, mais tu t'es jamais vraiment présenté, donc je vais te laisser le faire. Ça marche. Donc je suis Thibaut, j'ai 33 ans, je vis maintenant à Bordeaux. Après avoir vécu 31 ans en région parisienne, je suis arrivé à Bordeaux dans une ville que je connaissais pas et dans laquelle je connaissais personne. Et puis, que dire d'autre ? J'aime bien me définir maintenant comme un grand curieux et un explorateur de la vie. J'ai mis du temps à mettre ces mots-là, mais en fait, ma vie m'a fait voir que oui, j'étais curieux, puisque je suis ingénieur de formation. Et puis en fait, j'ai jamais fait d'ingénierie. Oui, je suis allé dans le monde du business et du recrutement. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai cofondé une société dans le recrutement. On accompagne des gens à être recruteurs indépendants. Et puis, j'ai lancé ce podcast. J'ai aussi créé un afterwork lié au recrutement sur Bordeaux. Et avec ça, je suis passionné de sport, notamment, et principalement, je dirais, de basket et de moto. Voilà comment je me définirais. Et puis, j'aime bien les tatouages. Mais ça, normalement, on le sait puisque je le dis dans chaque intro du podcast. Tout à fait. Et la deuxième étape, donc tu la connais aussi, Histoire Kintsugi, ça parle d'objets cassés et réparés. Quel objet est-ce que tu as choisi aujourd'hui pour représenter ton histoire ? Y en a un qui s'est imposé un peu comme une évidence, mais je crois que tout le monde s'y attend. Il s'avère que j'ai forcément eu un objet en tête quand j'ai moi-même réfléchi à comment j'allais organiser le podcast. Et puis, quand on s'est dit qu'on allait faire cet enregistrement, j'ai eu 2 autres objets qui sont arrivés. J'ai eu la croix égyptienne, puisque c'est ce qui constitue le premier tatouage que j'ai fait. Et je vais certainement reparler un peu plus tard de ce tatouage. Et puis, du coup, le dermographe aussi du tatouage, puisque c'est quelque chose que j'aime bien et par lequel je me suis un peu exprimé sur mon corps. J'en parle aussi dans l'intro du podcast. Mais finalement, je suis quand même obligé de parler du ballon de basket, qui va être le symbole de cet épisode, parce que j'ai joué longtemps au basket. J'ai commencé à 9 ans, je suis toujours impliqué dans du basket aujourd'hui à 33 ans. J'ai joué, j'ai entraîné, j'ai arbitré, et quand j'étais plus jeune, ça a été une vraie porte de sortie, une vraie porte de sortie. Exutoire. Exutoire, j'avais exécutoire, mais c'était pas le bon mot. Un vrai exutoire quand j'étais plus jeune. Donc le ballon de basket symbolise bien cet épisode, je pense. Ok, tu parles d'exutoire, exutoire par rapport à une situation en particulier. Je vais te laisser justement parler un peu du contexte d'abord, et puis nous parler ensuite aussi de quelle situation tu as cherché à fuir aussi quand tu étais plus jeune. Ok.
Eh bien, alors pour pas tuer le suspense tout de suite, je vais pas tout de suite dire de quoi on va parler, mais globalement à savoir, moi mes parents sont divorcés, je les ai jamais connus ensemble puisqu'ils sont séparés, j'étais très petit, et du coup j'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Je dirais que le seul souvenir que j'ai d'eux, c'est de temps en temps avec la garde alternée, quand ils se croisaient parce que je passais d'une maison à l'autre. C'est globalement le seul souvenir que j'ai de mes parents. Comme bien souvent, c'est ma mère qui, enfin dans beaucoup de cas en tout cas, c'est ma mère qui a eu la garde quand mes parents se sont séparés. Ce qui s'explique d'une part parce que souvent, d'une façon générale, c'est les mamans qui ont la garde, mais aussi parce que mon père était pas en capacité de me garder. En fait, il était alcoolique, donc ça fait un pont avec un épisode qu'on a déjà fait. Et du coup, voilà, c'est ma mère qui m'a élevé. C'était mon seul parent en fait, globalement. Mon père m'a pas du tout rejeté, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il était pas toujours en capacité de m'avoir, et j'ai assez peu de souvenirs du coup de lui, de nous. Alors j'en ai, mais pas beaucoup. Et puis après, j'ai toujours été très proche de mes grands-parents maternels, puisqu'ils ont beaucoup pris le relais aussi pour aider ma mère. Typiquement, les mercredis, quand j'étais pas à l'école ou pas au collège, j'étais chez mes grands-parents. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte. Je grandis comme ça. Je commence le basket parce que c'était un peu un fil conducteur à 9 ans. Parce que ma mère sait très bien qu'elle va être très impliquée dans ma vie sportive, et elle se dit il va pas faire du foot parce que j'ai pas envie d'être dehors l'hiver quand il fait froid. C'était hyper pragmatique. Une bonne décision. Exactement. Et du coup elle me met au basket. Ce qui était une moins bonne décision, c'est que on savait pas que j'allais pas faire 2 mètres à ce moment-là, mais faire du basket quand on fait 1m70, c'est quand même moins pratique. Mais du coup c'est rigolo. Donc voilà, donc je commence le basket à 9 ans, ma mère est très impliquée, et à ce moment-là, j'aimerais bien que mon père vienne me voir, mais ça n'a jamais été trop possible. En tout cas, j'ai pas de souvenir. Donc c'est peut-être arrivé, mais j'ai pas de souvenir de ça, et je pense que du coup c'est certainement pas beaucoup arrivé. Donc voilà, j'ai bien aimé mon enfance, très proche de mes grands-parents et de mon grand-père surtout, parce qu'à cette époque-là, ma grand-mère était pas encore à la retraite, donc j'étais seul avec mon grand-père. Et puis, en avançant un petit peu, mon père essaye de faire des choses pour s'en sortir, pour guérir de l'alcoolisme. Et l'été de mes 12 ans, donc en 2003, j'ai le souvenir que ça va un petit peu mieux dans sa vie. Il arrive à mettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Et c'est un de mes, encore une fois, rares souvenirs de vacances qu'on fait ensemble. On est en Normandie, on est avec mes grands-parents. Je sais plus si mes tantes sont là. Tu vois, le souvenir est assez flou. Je sais plus combien de temps on est parti. Enfin, je sais plus grand chose. Ça remonte à 20, plus de 20 ans maintenant. Et puis, on arrive à un jour où se passe l'accident dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que mon père fait un infarctus sous mes yeux. Et donc, j'ai l'habitude de dire qu'il décède à ce moment-là. Et en réalité, c'est pas à ce moment-là qu'il est décédé, mais moi, c'est le dernier moment où je le vois. Et donc pour le coup, ces vacances, je m'en rappelle plutôt bien, enfin en tout cas de cette journée, parce que c'est la journée où dans mon esprit d'enfant de 12 ans, je perds mon papa. Voilà, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Tu as 12 ans, donc tu le dis. Qu'est-ce qu'on ressent à 12 ans quand une chose aussi marquante peut se passer ? Alors c'est marrant parce que ces questions, c'est moi qui les ai préparées, et je les ai déjà pas mal posées à des invités, et je sais pas tellement y répondre. En fait, je sais pas tellement y répondre parce que c'était il y a plus de 20 ans déjà, donc le souvenir de il y a 20 ans, je l'ai plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le moment où ça arrive, pour raconter peut-être un petit peu la journée aussi et qu'on comprenne du coup la suite, en fait, toute la journée, mon père s'est senti oppressé. Il avait du mal à respirer. Et tu vois, il faisait un geste comme s'il se tenait la poitrine. Ça m'a marqué parce qu'il l'a fait plein de fois dans la journée. Mais ça a alerté personne de la famille. Et donc encore moins moi à 12 ans. Oui, qui n'a pas de connaissance de toute façon médicale à cet âge-là. Exactement. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je pense que c'était pas plus bizarre que quelqu'un qui tousse à ce moment-là, quoi. Et puis on fait on fait une bonne partie de la journée comme ça. Et puis on va à la plage ce jour-là.
crois qu'il y avait mes petits cousins du côté paternel avec nous. Parce que je revois une scène où, tu sais, on est dans l'eau, on remonte aller sur la plage au niveau des serviettes. Et forcément, le dernier arrivé, c'est une poule mouillée, donc on se met à courir. Et en fait, en courant, moi, il y a un chien qui arrive sur la plage parce qu'il nous voit courir, donc il se dit, tiens, ça a l'air rigolo de courir. Et en fait, il me passe entre les jambes et je tombe sur le dos. Et je me fais très très mal. Et mon père arrive pour m'aider. Et c'était une plage où il y avait pas mal de cailloux, donc je pense qu'il a été très inquiet que je tombe sur un caillou. Heureusement, c'était pas le cas, mais je me suis quand même fait mal. Et donc, on rentre à la maison, qui était pas très loin de la plage. Il avait toujours ses douleurs à la poitrine. Et puis, pour le coup, autant j'ai pas de souvenir du reste des vacances, autant de cette journée, j'en ai pas mal. Et il avait pour habitude de se faire un café frappé. Tu sais, une sorte de café latte à frapper. Et ce jour-là, donc ouais, on rentre à la maison, c'est un peu confus, mais on rentre à la maison. Il me met un peu de pommade, parce que je m'étais fait mal, donc voilà, il me met un peu de pommade, et je le vois avec une larme aux yeux. Je lui dis, mais papa, pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que tu t'es fait mal, et ça me touche de voir mon enfant qui a mal. De souvenir, c'est la seule fois où j'ai vu mon père émotif par rapport à moi. Donc ça m'a touché ce jour-là, et du coup la scène d'après c'est tiens, je vais faire moi-même ta boisson. Je la faisais pas d'habitude, je la fais. Bon, évidemment je me trompe, donc je crois que c'était pas très bon, mais il me l'a pas dit. Donc c'est marrant parce que j'ai peu de souvenirs de lui où on est très complices, et cette journée-là j'en ai pas mal. Malheureusement c'est la dernière journée, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a marqué. Oui. Mais voilà. Et donc il boit son café, il fallait aller étendre une lessive, donc je crois que les gens étaient encore, mes cousins devaient encore être à la plage, mes grands-parents étaient peut-être là, enfin mes grands-parents étaient là, c'est sûr. Je l'accompagne dans le jardin pour étendre le linge avec lui, et au milieu d'une phrase, il tombe. Mais c'est vraiment, c'est dur à décrire à part il tombe, parce que c'est vraiment, il s'arrête de parler, il tombe, et au début je crois une blague. Parce que j'ai 12 ans et que, comme on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas de notion de médical, une crise cardiaque, je sais pas ce que c'est, évidemment. Donc voilà, il tombe. Et je me rappelle que je lui dis papa, mais c'est pas drôle, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Et au début, je pense vraiment à une blague. Et puis, je saurais pas dire au bout de combien de temps. Moi, j'ai l'impression que ça a duré très longtemps, et je suis sûr qu'en fait, pas tellement, mais je me dis, tiens, là, il y a un vrai problème. Donc, j'appelle mes grands-parents, je leur dis que mon père est tombé. Donc là, grosse inquiétude, on appelle tout de suite les pompiers. Et puis c'est pareil, là tu te dis, t'as l'impression qu'ils ont mis 3 jours à arriver, alors que je sais pas du tout combien de temps ils ont mis. Et vu où on était, j'imagine bien que la caserne n'était pas juste à côté, mais ils ont dû mettre 10-15 minutes, je pense. Sauf que 10-15 minutes, avec quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, en fait, c'est déjà trop long, quoi. Ouais, je raconte tout ça pour répondre à ta question de comment on sent. En fait, moi, je sais que je me suis senti coupable après, mais comme souvent, je pense qu'enfant, adulte, on peut se sentir coupable en fait dans ces moments-là, de me dire si j'avais su, j'aurais pu faire des choses. Parce qu'en fait, donc, c'est un peu fouillis, mais les pompiers viennent le chercher. Il s'avère qu'il a 42 ans. Et un homme de 42 ans qui fait un infarctus, il n'y a pas de règle officielle, mais globalement, on s'acharne un peu pour que ça reparte parce qu'on est dans une situation qui n'est pas normale. Et disons que si c'est une personne de 90 ans qui fait un infarctus, je pense qu'on ne fait pas les mêmes soins. Personne ne le dira officiellement, évidemment, mais à mon avis, c'est pas les mêmes démarches qui sont entreprises. Et parce que le souvenir et ce qu'on m'en a dit aussi, c'est qu'ils essayent pendant 45 minutes, 1 heure, de le réanimer dans le jardin avant de l'emmener, puisque pour pouvoir le mettre dans le camion, l'emmener à l'hôpital, il fallait qu'il soit à peu près stable. Donc ça dure longtemps. Ils le mettent dans le camion, sur le trajet, il refait un infarctus. Enfin, le cœur s'arrête à nouveau, donc pareil, besoin de faire redémarrer avant de l'emmener à l'hôpital. Et en fait, après tout ça, je fais un petit bond et je pourrais revenir évidemment en arrière, mais via un collectif de jeunes, des initiatives faites pour les jeunes dans ma ville, on nous propose de passer le PSC1, ça s'appelait la FPS avant, les premiers secours. Exactement. Et donc je le fais, et en fait je comprends aujourd'hui quelqu'un qui se tiendrait la poitrine de force, de gré ou de force, j'appellerais les pompiers ou la personne irait à l'hôpital, parce que en fait c'est un des premiers signes d'un infarctus qui arrive, quoi.
Donc, en fait, en sachant ça, je me suis aussi senti coupable. Le fait que c'était moi à côté de lui quand il est tombé, j'ai eu la sensation, tu sais, ce temps, je te disais qu'il a certainement été court, mais pour moi très long. Je me suis dit, c'est peut-être en fait à cause de ce temps-là qu'il est décédé, alors que évidemment, ça n'a aucun rôle. Mais voilà, il y a d'abord eu un sentiment de culpabilité. Et je reviendrai peut-être un petit peu après sur la suite et ce qui s'est, comment ça a été géré auprès de moi, cette situation. Mais voilà, je pense qu'il y a eu de la culpabilité au début, alors qu'il n'y a pas de raison d'en avoir, parce que j'aurais rien pu faire en fait. Non, c'est sûr. Et puis c'est lourd de porter une telle culpabilité à 12 ans. Comment est-ce que tu fais pour... Comment t'as fait pour gérer cette culpabilité-là Comment aussi a réagi ta famille autour ? Alors, comme je l'ai un petit peu dit, j'étais très proche de mes grands-parents et de ma mère. Donc, mon père tombe, on est en fin d'après-midi, il va à l'hôpital, et moi, mon besoin, c'était d'être avec ma mère à ce moment-là. Donc là, j'étais plutôt du côté paternel de ma famille. Je parle de deux côtés de ma famille parce que ceux qui sont issus, dans des familles où les gens sont divorcés, souvent les divorces se passent pas très bien. Donc il y a un peu une scission dans la famille. Donc moi, je parle un peu de deux familles. Et là, j'ai besoin d'être avec ma mère. Et pour l'anecdote, pas très heureuse, mais anecdote quand même, j'appelle ma mère. Et puis à 12 ans, tu trouves pas les mots en fait pour le tourner gentiment. Et puis en 2003, on n'a pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui, c'est tout bête, mais c'était en 2003 quoi. Et en fait, j'appelle ma mère, et ce jour-là, elle allait dîner avec une amie. Elle entend le téléphone sonner. Je crois qu'elle était sur le départ de la maison. Et forcément, comme tout le monde, quand on entend le téléphone sonner à ce moment-là, on râle. Et je sais pas, elle m'a dit après coup qu'elle a senti qu'il fallait décrocher ce jour-là. Bon, elle décroche, et moi je lui dis papa est presque mort. Je pense que j'ai un peu tué sa soirée à ce moment-là. Donc effectivement, elle me demande ce qui se passe. Donc là, moi j'arrive pas à parler parce que j'étais en pleurs. Ça va pas quoi. Donc je crois que c'est ma tante qui lui explique infarctus, machin et tout. Et on se dit qu'on se voit le lendemain. De mémoire, c'est le lendemain ou le surlendemain. Il me semble que c'est le lendemain. À Caen, parce qu'on était en Normandie. Elle pouvait pas venir avant de Paris, et voilà, moi mon besoin c'était ça. Et puis se passe la nuit. Je crois qu'il y a une journée qui se passe avant, mais il y a une nuit où des gens de ma famille sont allés le voir, donc en réanimation, donc intubé, tout ce qu'on imagine de la réanimation quoi. Moi j'y vais pas. Parce que ma famille voulait que quelqu'un aille d'abord le voir, savoir si c'était ok pour moi d'y aller. Et puis donc se passe la deuxième nuit. En fait, dans la deuxième nuit, j'entends du bruit dans la maison, et je crois que je comprends à ce moment-là, et j'ai juste pas envie de me lever. Je fais comme si de rien n'était, j'essaie de me rendormir, difficilement évidemment, mais voilà. Et le lendemain matin, je me réveille, je sors de la chambre, et ma tante vient me prendre dans ses bras. Donc c'était clair. Et donc ce jour-là, je retrouvais ma mère. Et on s'était dit, on se retrouve à l'hôpital. S'il est toujours présent et toujours vivant, potentiellement je vais le voir. Et sinon, ce sera certainement pour le dernier au revoir, quoi. Et je fais une petite avance rapide pour répondre à la question maintenant. Comment ça s'est passé ? Il s'avère que rapidement, je suis allé voir une psy. Dans mon souvenir c'est rapide, mais je sais plus, j'avoue, pour être honnête, que si c'est arrivé tout de suite ou s'il y a eu un petit délai entre le décès et ça. C'est toi qui en as fait la demande, ou c'est je pense ta pas. mère qui t'y a amené ? Je pense que c'était une décision de ma mère, ouais. Mais je suis tombé sur quelqu'un de vraiment très très bien. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Je me suis vite senti à l'aise avec cette personne pour parler justement du sentiment de culpabilité que j'ai évoqué. Et qu'elle m'explique que c'est normal de le ressentir, pour autant il faut pas. Alors expliquer un petit peu mieux, et puis expliquer à un enfant de 12 ans, donc il n'y a pas le même raisonnement que je pourrais avoir aujourd'hui, mais ça m'a aidé à remettre les choses en perspective. Et puis là je vais refaire le lien avec le basket, puisque à cette époque-là j'avais un entraîneur qui avait lui-même vécu une situation compliquée avec son père, et en fait on est devenus très proches par rapport à ça. Et
chaque entraînement, en gros, c'était un peu mon deuxième père de l'entraînement, tu vois. Et on est devenus très proches. Son surnom, c'était Titi, et moi aussi, évidemment. Donc, en plus, c'était marrant, c'était les deux Titi. Enfin, voilà, il y a vraiment eu ce côté être proche. Et puis, il y a eu le sport. C'est un peu bateau de dire ça, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait du sport qui peuvent se reconnaître, mais moi, le sport, c'était vraiment le moment où je pensais à rien. Et une fois, je crois, tu vois, pour te l'illustrer, mais une fois, ma mère m'a privé d'aller à un match pour me punir de certainement une mauvaise note ou une bêtise que j'avais faite. Et elle m'a dit, tu joues pas, par contre, tu viens au match quand même. Bon, je crois qu'elle a, elle a compris que c'était plus jamais la punition à me faire, parce qu'en fait, je crois que j'ai été encore plus insupportable, parce qu'elle m'a coupé en fait de ce côté de cette exutoire. Je vais pas y arriver, hein. De cet exutoire. Et ouais, le basket, c'était vraiment le moment où je pensais à rien. Un moment où en plus, moi, je me sentais très sûr de moi. Et pourtant, j'ai jamais eu un gros niveau et tout, mais je rentrais sur un terrain, dans ma tête, j'étais le meilleur joueur du monde, quoi. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc, psy, ça, et puis, je crois qu'assez rapidement, j'ai réussi un peu à en parler autour de moi, puisque du coup, je rentrais en 5e. Et j'ai rapidement réussi à en parler autour de moi. Il y a quelques personnes qui connaissaient la situation. Et puis, il y avait mes grands-parents maternels avec qui on était proches. Et du coup, ce cadre m'a aidé, je pense, puisque c'était un cadre bienveillant. Enfin voilà, tout était fait pour que j'aille bien. Même si, posteriori, tout n'était pas parfait. Je sais que j'aurais aimé qu'il y ait des choses faites différemment. Mais ils ont, en tout cas, ce dont j'ai jamais douté, c'est qu'ils ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient dans la situation, en n'étant pas formés à comment on accompagne son enfant ou son petit-fils qui vient de perdre son père, quoi. Parce que dans ma famille, ma mère, donc mes grands-parents sont toujours ensemble, étaient toujours ensemble. Donc forcément, quand je leur dis oui, mais moi je suis mes parents sont divorcés, en fait ma mère sait pas ce que c'est, mes grands-parents ne savaient pas, donc tu vois, c'est forcément un petit peu différent. Mais voilà, ils ont toujours fait du mieux possible, et je pense que j'ai été très bien entouré, ce qui m'a permis de rapidement aller de l'avant, quoi. Et comment est-ce que justement tes rapports avec tes proches, avec ta famille notamment, que ce soit du côté de ta mère ou de ton père, ont évolué après le décès de ton papa? Côté maternel, j'ai pas eu l'impression que ça change quoi que ce soit. Si ce n'est par rapport à moi, mais voilà, j'ai pas eu d'impression particulière. Je me rappelle qu'il a fallu l'expliquer à mon cousin, parce que mon cousin est plus jeune que moi, et je pense qu'il avait 5 ou 6 ans à ce moment-là. Et donc forcément, c'était un sujet dans la famille que mon père soit décédé. Et comment on le dit à quelqu'un qui a 5 ou 6 ans, moi, ça m'avait un petit peu marqué, tu vois. Alors, je n'ai pas d'éléments plus précis que ça à raconter aujourd'hui, mais je me souviens que c'était une question. Côté famille paternelle, ça m'a éloigné d'eux. J'ai toujours été un peu moins proche de ce côté de ma famille. Je pense que le fait qu'ils aient pas ma garde n'a pas aidé, évidemment. Et puis, pour après différentes raisons d'histoire familiale, c'était pas pareil. Ils étaient aussi moins impliqués envers moi, donc je pense que ça m'a moins poussé à aller vers eux. Enfin bon, bref, après c'est une histoire de famille, donc je pense que c'est jamais simple, et voilà. Et du coup, ça m'a, je pense, un petit peu éloigné. À savoir que mes grands-parents paternels et maternels habitaient tous dans la même, ils habitaient dans la même rue. Donc malheureusement, j'allais beaucoup voir certains et pas les autres. Donc voilà, ça a évolué comme ça. Et puis après, mon grand-père paternel, est décédé. Je dirais 2 ans après, je crois. 1 an et demi ou 2 ans après. Et bon, après, j'allais voir ma grand-mère puisqu'elle était seule à ce moment-là. Et donc, j'allais la voir. Mais voilà, on était moins proches. Mais je dirais pas qu'il y a eu une grosse évolution, si ce n'est que j'allais moins les voir parce qu'il n'y avait plus mon père. Mais voilà. Ok. Et tu parlais du fait que tu avais facilement pu le partager autour de toi, notamment à l'école.
Justement, perdre un repère qui est le père, finalement, à 12 ans, tu vas presque rentrer dans l'adolescence. Comment est-ce qu'on se construit, en fait, avec un peu ce manque de repères-là ? En fait, oui, tu dis qu'à cet âge-là, on rentre presque dans l'adolescence. Je pense que je suis rentré dans l'âge adulte, à 12 ans. Parce que déjà, perdre un de ses parents, c'est pas évident d'une façon générale. Je pense que peu importe l'âge. Quand tu le perds à 12 ans, ça crée quelque chose encore de plus gros, je pense, parce que c'est pas la logique de la vie. Et puis moi, dans mon cas, il s'avère que je l'ai vu tomber. Donc, tout ça mêlé fait que mon rapport avec la vie, avec les autres, est devenu un peu différent. Pour te citer un exemple, je me revois au collège et j'étais pas le meilleur élève. J'étais pas le plus passionné par les études. J'étais un peu du style à finir mes devoirs au dernier moment, voilà. Quand, par exemple, la prof de maths nous disait que pour 3 jours après, on avait 3 exercices de maths, pour certaines personnes, c'était un drame. Si tu veux, pour moi, c'était il y a 3 exercices à faire, quoi. En fait, je viens de voir mon père mourir, donc 3 exercices de maths à faire. Bon, a priori, je vais m'en sortir. Et en fait, ça m'a mis beaucoup de perspectives sur plein de choses de cette façon-là. Et puis après, ça a été aussi vivre des situations auxquelles t'es juste pas préparé, parce que c'est pas normal en fait qu'à 12 ans t'aies pas tes 2 parents, même s'ils peuvent être divorcés et ainsi de suite, mais en fait normalement t'en as au moins 2. Donc tu sais, souvent dans les classes, les profs en début d'année, ils vont remplir une petite feuille, prénom du papa, de la maman, profession et tout ça. Bon en 6e je l'avais fait, et en 5e c'était papa décédé. C'est tout bête, mais en fait il a fallu que je l'écrive à plusieurs reprises. Et là tu te rends compte que en fait personne n'est formé à ça. C'est-à-dire que tu as des profs, moi j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu formés à ça. Et au-delà de profs, tu peux dire que c'est des humains aussi. En fait ils étaient alors soit ils avaient pas du tout envie de le voir, ils lisaient pas les feuilles, ça c'est une possibilité. Je mets une petite pièce dessus, pour certains en tout cas. Et il y en a d'autres il y en a une, c'était ma prof de SVT. Elle m'a marqué. D'ailleurs, je pense que je serais incapable de la retrouver. Déjà, j'ai plus son nom en tête, donc ça va être plus compliqué. Je pourrais mener l'enquête quand même. Qui avait été, pour le coup, elle, vraiment géniale. C'était la prof. C'est un peu l'archétype de la prof à l'ancienne. C'est-à-dire que c'était la seule prof du collège. Quand tu rentrais dans sa classe, il fallait être en rang 2 par 2 contre le mur. Et si tu disais pas bonjour en rentrant, tu repartais à la fin de la file, tu vois. Et elle a été venue me voir à la fin du cours en me disant j'ai vu ce que tu as écrit sur l'affiche, si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, tu peux venir m'en parler. C'était pas ma prof principale ni rien, hein. Et là je m'étais dit ah oui, en fait il y a des gens qui vont être armés, en tout cas savoir comment aborder ce sujet, et puis il y en a qui vont juste pas du tout savoir comment en parler, quoi dire, et qui seront complètement effacés, quoi. Et comment tu te sentais par rapport à ça, justement ? Qu'il y ait certains profs qui aient du mal, certains profs ou même d'autres personnes qui avaient du mal en fait à appréhender ta situation, qui ne savaient pas comment réagir. C'est une bonne question. Je crois que j'ai pas trop de souvenirs de ça. J'ai pas tellement de souvenirs, si ce n'est que le seul souvenir que j'ai, c'est que rapidement je me suis dit ce que je viens de te dire, qu'il y a des gens avec qui je pourrais en parler et ils auront, tu vois, le juste la bonne approche entre je suis dans l'empathie et c'est difficile et il faut en discuter, et pas trop non plus. Donc il y en a qui sont très bons là-dessus. Il y en a qui sont juste pas à l'aise, peut-être parce que ça les renvoie à se projeter dans une situation et c'est compliqué. Pour différentes raisons. Donc ça, je m'en suis rendu compte très tôt. Et la réponse que j'ai eue à ça, c'était au début de pas trop en parler. De pas en parler à tous mes amis. Il y en a, j'avais quelques amis qui étaient au courant, mais je le disais pas tout le temps. Parce qu'en fait je voulais pas les embêter, je trouvais que c'était un peu personnel, et puis en fait je dupliquais ce que j'ai toujours vu, c'est-à-dire que il faut pas trop parler de ce qui va pas et tout ça, ce que je combats aujourd'hui, notamment avec ce podcast du coup, mais voilà, donc je faisais un petit peu attention, ouais. Après donc cet accident, il y a toute une période en fait de deuil qui arrive, naturelle.
Toi, pour toi, comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? Enfin, combien de temps t'as mis pour accepter cette situation? Aucune idée. C'est bien, il y a ce qu'on appelle la courbe de deuil avec le déni. Franchement, là, je saurais pas du tout dire. Je sais pas si ça a été long, court. Je sais pas. Je saurais plus dire exactement comment je l'ai vécu. Je pense que de voir un psy m'a aidé, ça c'est sûr. D'être entouré m'a aidé. Après, aujourd'hui, j'ai la sensation, 20 ans après, que ton deuil est fini, mais jamais complètement. Je te disais tout à l'heure que quand j'ai vu ma mère, c'était à l'hôpital et soit je voyais mon père vivant, soit non. Bon, il s'avère que je l'ai vu, il était décédé et je suis allé le voir. Tu sais, les personnes décédées sont préparées après pour tout ce qui est enterrement et ainsi de suite. Et ils sont dans une pièce où ils sont préparés. Donc on les rhabille, on les maquille, on en fait des belles personnes en fait. C'est un peu compliqué à expliquer si on le sait pas, mais voilà. Et je suis allé le voir. Et ça, c'est un souvenir que je pense que j'oublierai jamais. En fait, la vision et encore plus que la vision, le souvenir de la sensation, parce que je lui ai fait, je me rappelle, un bisou sur le front. Et cette sensation est très particulière. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas. Pareil, dans la salle, il y avait ma mère et mon grand-père, donc mon grand-père maternel, qui... c'est un grand-père, comme on peut imaginer un grand-père, un peu bourru, très aimant avec sa fille, même s'il le disait pas ou il le montrait pas. Je pense qu'il était très aimant avec ma mère du coup et avec moi. Et du coup, quand il y a eu le divorce avec des choses qui sont pas forcément bien passées, il en voulait à mon père. Mais ce jour-là, il était quand même dans la pièce pour nous soutenir et je l'ai vu verser une larme. Tu vois, il y a une petite constante sur les larmes des hommes qui m'entouraient, voilà. Parce que il était là, il m'a vu moi en détresse, ma mère aussi, parce que même si mes parents étaient divorcés, ça reste l'homme avec qui elle a fait un enfant en fait. Et je pense que ça on peut pas trop l'imaginer. En fait, moi tu vois, typiquement ça répond aussi à une autre question, mais ce que la mort m'a appris c'est ça, c'est-à-dire que tu peux en vouloir à quelqu'un, mais le jour où c'est fini, en fait c'est fini. Et c'est un peu là que tu te rends compte de certaines choses, tu vois. Et donc même si leur divorce s'est pas bien passé, leur relation s'est pas bien passée à la fin, enfin tout ça, ça reste quand même quelqu'un avec qui elle a partagé des moments, des années, un mariage, moi. Donc voilà, il y a eu ça. Et après le deuil vraiment, je saurais pas dire, je saurais pas donner de date ou de délai. Mais c'est quelque chose sur lequel tu travailles un peu tout le temps en fait, parce que y a plein de choses qui te ramènent au fait que il te manque quelqu'un. Tu regardes un film, moi c'était Le Roi Lion, tu vois. Tu sais la scène où il porte c'est Simba, c'est ça? Oui. Ouais. Ça c'est une scène qui a été très longtemps compliquée pour moi à regarder, parce que c'était un papa avec son fils, tu vois. Et encore aujourd'hui, dans certaines séries ou films, c'est quelque chose qui peut m'atteindre. Alors, bien moins fort qu'avant, évidemment, mais tu vois, il y a un petit quelque chose. Donc voilà, donc je pense que ça se fait sur le long cours. Et puis après, c'est par moments. Il y a des moments où tu y penses plus du tout, et même au tout début, il y a des moments où tu y penses pas. Et puis il y en a d'autres, ça vient te frapper en pleine tête, quoi. Et moi, pour le coup, le terrain de basket, c'était l'endroit où je pensais à rien. Et d'où le fait que c'était vraiment... où j'avais besoin de ça, j'aimais aller à l'entraînement, j'aimais les matchs, c'était vraiment le moment où en fait je pensais plus à rien, donc voilà, ça m'a pas mal aidé aussi. Ok. Et il y a eu, tu l'as mentionné plusieurs fois et je voulais revenir dessus, l'accompagnement psy, qui tu sais plus exactement à partir de quand y aller, mais ça restait sur le long terme, t'es allé voir un psy pendant longtemps. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Alors, quand tu dis que ça a été sur le long terme, oui, mais par période. Donc j'y suis allé. J'aurais pu faire mes devoirs et redemander à ma mère avant de faire l'enregistrement, mais pour moi, j'y suis allé assez peu de temps après le décès de mon père, une première fois, sur une première séquence. J'y suis retourné quelques années après.
pour d'autres raisons, mais toujours reliées à ça. C'est-à-dire que la deuxième fois, en tout cas, j'y vais en me disant j'ai du mal à avoir des amis et des copains garçons. Donc là, j'étais au collège, lycée, je pense. Et j'avais facilement des amis filles, mais peu de garçons. Et pour moi, c'était un petit peu relié avec le fait d'avoir perdu mon père, d'avoir été très proche de ma mère. Et donc, je voulais un petit peu parler de ça parce que pour le coup, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Donc, il y a eu ça. Donc là, je revois la même psy une première fois qui m'envoie vers un confrère homme en se disant ce sera peut-être plus simple. Spoiler, ça s'est pas du tout bien passé. J'ai fait une première séance, je suis revenu à la deuxième, il m'a dit comment ça s'est passé. Je lui ai dit très mal. Et puis il voulait absolument qu'on se revoie et je lui ai dit non. T'avais quel âge à ce moment-là ? Là, j'avais 18 ou 19. Ok. Parce que j'y allais en voiture. Donc a priori, soit j'étais un délinquant de la route, mais je crois pas. Donc je pense que j'avais dans ces eaux-là. Et à partir de là, j'y suis pas retourné pendant très longtemps. Jusqu'à il y a 5 ans, je crois. Ouais, à peu près 5 ans, c'était avant le Covid, donc c'était 2019 à peu près où j'y suis retourné. Et là, j'y ai refait 2 ans d'accompagnement assez poussé, parce que je crois que j'y allais quasiment une fois toutes les semaines. Et voilà, et toujours en fait pour refaire un petit check-up sur qu'est-ce qui se passe, comment je vis les choses, comment je les vis longtemps après. Et c'est pour ça que je te dis, le deuil, tu l'entretiens longtemps, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on est revenu il y a quelques années qui sont très liés en fait avec cette situation, et même qui sont même antérieurs au décès de mon père. Et j'aime bien dire en rigolant que je pourrais être commercial pour les psys, parce que je pense que c'est hyper important d'aller faire un check-up. Et la dernière fois que j'y suis allé, tu vois, j'ai dit à ma psy j'ai besoin de revoir quelqu'un parce que je commence plein de projets que je termine jamais. Et je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans en fait. Et on a creusé plein de choses, et notamment le fait que je veux toujours que tout soit excellent, et donc en fait je faisais rien parce que je me rendais bien compte que ça allait pas être excellent. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, et ça m'a débloqué en fait sur plein d'aspects, parce que j'ai accepté de plus être excellent et que c'était ok. Du coup je me lance dans plein de choses. Le podcast c'est un exemple, l'entrepreneuriat, enfin voilà, il y a plein de choses que je teste, et du coup qui vont bien aussi avec ma nature curieuse. Et je pense que parfois j'étais pas très bien avec moi-même, parce qu'en fait j'étais curieux mais j'osais pas faire les choses, et donc j'étais un peu en dissonance, tu vois. Donc ouais, voir un psy, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et je le conseille à tout le monde. Voilà, c'est... Je plus sois. Oui. Non, mais c'est vraiment... en fait, tous les gens à qui je parle qui sont allés voir un psy sont capables te disent oui, ça vaut le coup. Quasiment tous. J'ai une personne en tête qui a pas cet avis-là, mais il a peut-être pas vu les bons. Mais je pense que ouais, il faut le faire. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Donc l'accompagnement psy, le basket. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé ? Alors je vais peut-être t'orienter un peu, parce qu'au tout début de la discussion, tu as commencé à parler des tatouages. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que ça représente et quel lien tu fais aussi avec le départ de ton père ? Alors, je sais pas comment j'ai commencé à aimer les tatouages. Enfin, j'avais un ami au basket qui en avait, et je crois que j'ai bien aimé ça. Mais voilà, je saurais pas exactement dire comment c'est arrivé. Enfin, c'est pas une fascination ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai commencé à bien aimer. Et je crois que très peu de temps après le décès de mon père, j'imagine que comme j'aimais bien le rap, j'ai vu des photos de gens tatoués, le basket, pareil, la culture du tatouage est très présente. Donc j'imagine que tout ça a un peu façonné mon idée du tatouage. Et puis à un moment, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pourrais me faire tatouer. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la croix égyptienne, parce que en fait très tôt j'ai eu ce symbole en tête que j'ai dû voir quelque part, parce que je l'ai pas, j'ai pas fait de recherche particulière. J'ai compris pourquoi les Égyptiens avaient cette croix, ce que ça signifiait pour eux, et je me revois la dessiner mais plein de fois avec des ailes d'ange autour, et c'était un peu l'idée pour moi du premier tatouage. Et puis un jour je me suis dit qu'il fallait sauter le pas, que j'allais vraiment me faire tatouer.
Je me rappelle parce que au même moment, je voulais aussi passer le permis moto. Et comme je l'ai dit, je suis très proche de ma mère et donc on vivait ensemble et j'essayais de rien lui cacher. Donc je lui ai dit que j'avais pour ambition de passer le permis moto et de me faire tatouer. Donc je crois qu'elle a failli tomber 2 fois dans les pommes dans la même phrase. Et je me rappelle lui dire si je dois en faire qu'un, qu'est-ce que tu préfères? Je crois qu'elle m'a dit le tatouage parce qu'il y avait moins ce côté dangereux que la moto. Bon, il s'avère que j'ai d'abord passé le permis moto, donc quand je me suis fait tatouer, je lui ai dit j'ai fait le pire, donc maintenant c'est bon. Elle n'était pas du tout du même avis, mais en même temps, elle savait que c'était plus à titre informatif que je lui donnais cette information et qu'elle pouvait évidemment émettre un jugement qu'elle a émis sans problème, mais que ça allait pas changer grand-chose en fait. Et puis j'ai fait le tour des salons de tatouage. Recherche Google, meilleur salon de tatouage à Paris, j'en ai visité plusieurs et puis je suis allé dans le seul salon, il m'a dit ce que tu veux faire on peut pas le faire. Je fais ok super, faisons-le du coup. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. En fait le premier tatouage que j'ai fait c'est du coup une croix égyptienne, ça je l'avais gardé. Il n'y a pas les ailes d'ange dessus, et c'est, a posteriori c'est peut-être pas plus mal. Mais il y a la croix égyptienne avec la date du décès de mon père. Un petit 12 parce que ça signifie le fait que j'avais 12 ans. Et à la base, je voulais faire 12 étoiles en fait sur le tatouage pour mon âge parce que mon père aimait bien les étoiles, l'astrologie. Bon, c'était un peu compliqué de le caser, donc en fait, on a fait un 12 avec une petite étoile en dessous. Et voilà. Et c'est le premier tatouage que j'ai fait, donc très lié à mon père, à un endroit significatif puisqu'il est au niveau du cœur, donc sur le pectoral gauche. Et en fait, je voulais pas que ça soit ostentatoire. Parce que je le faisais vraiment pour moi et que si les gens savaient pas que j'étais tatoué, ça m'allait bien. Et je me souviens d'avoir appelé ma mère, ou en tout cas de l'avoir au téléphone juste en sortant du salon de tatouage. Et je lui dis ça y est, c'est fait. Donc forcément elle me demande ça va, t'as eu mal? Enfin la première question qu'on me pose à tout tatouer, est-ce que t'as eu mal? Voilà. Et je me rappelle qu'elle me dit je te sens soulagé, ou je sens que t'es heureux de ça. Et je crois que ça a été ça en fait, ça a été d'exprimer quelque chose qui était profondément ancré chez moi, de l'exprimer sur ma peau. Et souvent les gens, et ma mère d'ailleurs me dit mais elle me le disait, t'as pas besoin de l'exprimer comme ça vu que tu le sais. Et je crois qu'en fait si j'avais besoin de l'exprimer, en fait quelque part de l'extérioriser. Et voilà. Et en fait, ce que j'entretiens aussi avec le tatouage, c'est le fait de graver un moment. Tu le graves à un moment donné, et peut-être que tu n'auras plus les mêmes idées plus tard, mais moi je suis à l'aise avec ça, de me dire au moment où je l'ai fait, ça c'était important. Et c'est un peu de mettre en avant le fait que tu évolues sans renier ce qui s'est passé avant. Et en fait, moi, le décès de mon père, je pourrais jamais renier que c'est arrivé. J'évolue avec, donc c'était ok de me faire tatouer avec ça. Et puis après, j'ai continué à me faire tatouer. Donc tout sur le bras gauche. Aujourd'hui, j'ai tout le bras gauche tatoué. Et comme je le dis en intro du podcast, j'ai fait tatouer des phrases comme la vie est belle et l'aventure continue. Parce que je crois que j'ai un attachement avec la vie par rapport à ce que j'ai vécu. Alors je vais pas tomber dans le côté hyper moralisateur, gna gna gna, la vie est toujours belle et tout. Non, la vie est parfois brutale, je l'ai vu. Mais ça fait partie du truc et pour autant, moi j'aime ma vie. Ce que j'ai vécu me fait relativiser plein de choses aujourd'hui. Il y a globalement plus grand chose qui me fait peur dans la vie. Plus de situations émotionnelles qui me font peur. Parce que je sais que j'aurai plein de situations où je serai pas bien. Et je sais que je me remettrai de toutes ces situations. Donc voilà. Voilà, tout est un peu lié, le tatouage et tout ça. Et puis après, c'est devenu un peu plus ornemental aussi. Il y en a qui ont une grosse signification, d'autres pas tellement. Voilà. Ok. Tu parles de l'évolution un petit peu de tes relations, de ton rapport à l'autre. Quels sont les autres changements en fait que tu as vus dans les 20 années qui ont suivi en fait un peu ce drame, et puis surtout toute ta construction maintenant avec le recul? Qu'est-ce qui a changé pour toi vis-à-vis des autres? Alors, je vais pas parler de changement, puisque à 12 ans, tu es en train de te construire, ouais. Donc je peux pas te dire qu'il y a eu un avant et un après. Par contre, je pense que je me suis construit
en ayant toujours en tête que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Qu'il faut du coup au maximum profiter de ce qu'on fait, et notamment dans les relations avec les gens. Et autant ça s'exprimait pas forcément au collège, mais quand j'ai grandi, je pense que je suis rentré dans un mood de j'ai pas envie. Alors c'est toujours un peu brutal quand je le dis, mais c'est comme ça que je le vis, quoi. J'ai pas envie de m'encombrer de gens dans ma vie. Évidemment, il y a des gens qui rentrent, qui sortent de la vie, et c'est ok. Et en fait, moi, je suis aussi très à l'aise avec ça, de me dire qu'il y a des gens qui vont passer une période avec moi dans ma vie, et on sera peut-être très proches et très liés à ce moment-là. Et puis, qui, pour une raison ou une autre, vont en sortir, et c'est ok. Et je m'accroche pas à ça, parce que j'ai vu que la vie pouvait s'arrêter. Donc ça, je pense que ça me l'a appris. Et puis, je crois que je le force un petit peu aussi. Enfin, je suis à l'aise de faire sortir quelqu'un de ma vie si ça m'apporte pas quelque chose et si je suis pas à l'aise avec cette personne. Parce que j'ai pas de temps à perdre, en fait. Donc ça, voilà une des façons dans laquelle je me suis construite. L'autre chose, c'est que je peux avoir un caractère un peu, on va dire, sanguin. Je peux vite m'énerver pour des situations qui ne méritent pas de s'énerver, globalement. Mais je veux plus rester en froid avec quelqu'un. C'est-à-dire que je peux m'énerver très vite, mais j'essaye très vite de redescendre, en tout cas de reparler avec la personne, parce que, encore une fois, j'ai vu que la vie pouvait s'arrêter à tout moment. Et en fait, une de mes plus grandes peurs aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir dire à quelqu'un ce que j'ai envie de lui dire. Et tu vois, ça s'est exprimé récemment, puisque j'ai perdu mon grand-père maternel en début d'année. Au moment où j'étais en train de travailler sur le podcast, tu vois, où j'étais en train de me dire, tiens, j'ai envie qu'on parle du côté brutal de la vie, j'ai envie de tout ça. Au moment où je travaillais là-dessus, mon grand-père est décédé, et ça a été relativement brutal aussi. Donc, comme je le disais, j'habite à Bordeaux, mon grand-père était en région parisienne, et en gros, ma mère m'appelle un soir en me disant, bon, il est à l'hôpital, on sait pas ce qu'il a, mais... voilà, il est en soins intensifs, on préfère te prévenir, voilà. Me rappelle le lendemain en me disant on sait ce qu'il a. La seule façon de le sauver, c'est une opération, mais comme il risque de pas survivre à l'opération, on peut pas l'opérer. Donc en gros, il est condamné. Et donc elle me dit ça, et je crois que 3h30 après, maximum, j'étais dans la chambre d'hôpital de mon grand-père, tu vois. J'ai entre réserver le train, prendre un sac en lançant 3 trucs dedans, faire un sprint en vélo pour aller choper le premier TGV. Enfin, pour moi, tu vois, c'était pas c'était même pas un choix, en fait. C'était j'y vais, point barre. Parce que je voulais me laisser toutes les chances de le voir une dernière fois vivant. Et tout en sachant que on ne nous donnerait jamais un moment où il allait décéder, et que du coup il fallait tout faire pour le voir, tu vois. Et ça a été ma réaction, et je pense que je me suis construit comme ça aujourd'hui. Et pareil, je le vois, évidemment, nous on savait qu'il était condamné, mais on ne lui disait pas parce que c'est un peu compliqué à dire. Et moi, il fallait que je reparte à Bordeaux, et en fait la mort me fait pas très peur, la maladie me fait beaucoup plus peur, et je voulais pas le voir se dégrader plus que l'état dans lequel il était, et qui était relativement bon. Et en fait je suis assez pudique sur mes sentiments auprès de ma famille. Dire je t'aime à ma mère, c'est compliqué, alors que je le pense, et que j'aimerais faire tout pour elle, et pareil avec mon grand-père, que j'ai toujours considéré comme mon second père, même je disais comme mon père, tu vois. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de lui dire, parce que je me suis dit, c'est la dernière fois que je le vois, je sais que je repars à Bordeaux, je veux lui dire, parce que c'est pas dans 2 jours, quand il sera décédé, que je pourrai lui dire. Et si je lui dis pas maintenant, le regret, je l'aurai très longtemps. Et voilà, en fait, c'est ça que ça m'a... je me suis construit comme ça aujourd'hui. Du coup, c'est parfois un peu brutal pour les gens qui sont en face de moi, ou qui sont pas habitués à ce qu'on dise les choses. Moi, je préfère les dire plutôt que les garder, et que ça soit compliqué après. Et que ça soit des choses bien ou pas bien. Tu vois, j'ai un autre exemple. J'ai arrivé à Bordeaux, je refais du sport. Il y a un coach que je vois quasiment tous les midis, qui m'a fait progresser, qui était une des raisons pour laquelle j'arrivais à aller régulièrement au sport. Le jour où je quitte la salle, je lui ai dit merci, tu vois.
il était étonné. Je dis je sais pas, je t'ai vu tous les midis, tu m'as aidé. Ouais, t'as fait ton job, mais en fait, ton job, enfin, moi, il m'a aidé personnellement et il m'a aidé certainement pour quelques années. Donc en fait, merci pour ça. Il savait plus où se mettre, tu vois. Mais je pense que je suis aussi comme ça. Je peux aussi te dire merci de ce que t'as fait pour moi. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on me le dise à moi, parce que ça me paraît évident par rapport à tout ce que je suis en train de dire, mais voilà, un petit peu comment je pense m'être construit en tout cas. Ok. Et après la construction, on en vient là, maintenant, aujourd'hui. Quel regard est-ce que tu portes sur cet événement et puis toute la longue période après j'allais dire de reconstruction, mais non, de construction, tu l'as dit. Je comprends pourquoi mes invités ont du mal à répondre à cette question maintenant. Quel regard je porte je vais faire une réponse de politicien, je vais répondre à une autre question. En fait, si on me posait la question aujourd'hui, est-ce que je préfère ma vie comme elle est ou la refaire mais avec mon père qui décède pas quand j'ai 12 ans, je pense que je la garde comme elle est. Parce que je saurais ce que je perdrais et je sais pas ce que je gagnerais, tu vois. Évidemment, c'était pas la logique des choses. Évidemment, je le souhaite pas à quelqu'un. Pour autant, je me suis construit comme ça. Je suis content de ma vie aujourd'hui. J'aime pas me comparer avec les autres, mais j'ai l'impression parfois de plus facilement être heureux que d'autres personnes. J'ai aussi l'impression de plus facilement gérer les moments où je le suis pas du tout et où ça va mal. Parce que ça va mal, ça reste, la vie reste compliquée dans toutes les facettes qu'il y a, que ça soit le perso, le boulot, enfin tout ce qu'on peut essayer dans la vie. Il y a des choses qui se passent bien, d'autres qui se passent mal. Moi, la force que j'ai, c'est que je suis aujourd'hui capable de dire ça va pas bien, de l'expliquer à quelqu'un, et dans la même phrase de lui dire mais laisse-moi un peu de temps et ça va aller mieux. Et en fait, j'en suis intimement convaincu aujourd'hui. Et ça me paraît être quelque chose d'hyper précieux. Donc voilà un peu l'enseignement en fait pour moi, c'est de me dire aujourd'hui il y a plus grand chose qui me fait peur, tu vois. Et je reprends l'exemple de mon grand-père parce que c'est récent, mais en fait je pense que j'ai réussi à bien gérer de mon côté la situation de voir mon grand-père à l'hôpital en sachant qu'il était condamné. En fait, c'est plein de choses qui m'auraient fait hyper peur. Enfin, les mots me font peur, tu vois. Et en fait, j'ai réussi à le gérer parce que pour moi, c'était quasiment une situation déjà connue, tu vois. Et c'est marrant parce que j'en reparle à ma mère après. Et je lui dis, mais tu sais, t'es en train de vivre un truc que moi j'ai vécu il y a 20 ans, de perdre son père. Alors, c'est pas la logique des choses, mais en fait, ce que tu vis aujourd'hui, moi je l'ai déjà vécu. Et puis, ça fait 20 ans en plus que je vis avec. Donc, je sais par quoi tu vas passer. Je sais ce que c'est de pouvoir se sentir hyper bien à un moment. Regarder un reportage bidon à la télé et se sentir mal parce qu'il y a une phrase ou un truc, je sais ce que c'est, tu vois. Et donc, ça me fait pas peur, en fait. Donc voilà, le regard que je porte, c'est ça. Le deuxième regard, c'est je suis convaincu aussi qu'on peut aller de l'avant dans plein de situations. On peut pas les nier parce que il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, des choses qui me font du mal et qui m'atteignent par rapport au décès de mon père. Maintenant, moi j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai envie d'aider en fait les gens à aller de l'avant, et pour le coup j'en parle vraiment facilement de mon père. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais il y a une époque je faisais beaucoup de blagues là-dessus parce que j'étais à l'aise. Après j'ai aussi compris que je pouvais pas faire des blagues à tout le monde parce que même si c'était pas pour les mettre mal à l'aise, ça mettait les gens mal à l'aise parce qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça. Après, je prenais un malin plaisir de mettre certaines personnes mal à l'aise quand elles le méritaient, quand même, parce qu'on ne faut pas déconner. Mais voilà, j'ai pris du recul, je vis avec. Et aujourd'hui, mon envie, c'est l'envie du podcast, en fait. C'est de se dire, oui, parlons-en. Et moi, quelqu'un qui me dit, je sais pas comment gérer ça, je suis, viens, on en parle. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas... Rien n'est comparable, mais par contre, je peux partager mon vécu sans problème. Parce que je pense que j'en tire une certaine force. Et quand je vois des gens qui se rendent malades pour des faux problèmes, ce que moi je considère comme des faux problèmes, je me dis en vrai moi j'ai connu pire, je vois pas ce qui pourrait être,
Enfin, s'il y a plein de choses qui pourraient être pires, mais en fait, ouais, non, mais rien me fait peur aujourd'hui. Non, mais c'est peut-être, ouais, c'est peut-être un petit peu dur, mais tu vois, je revois dans l'épisode 2 du podcast, je parle avec Jennifer qui a un cancer. C'est le sujet de l'épisode. Bah, je me dis qu'aujourd'hui, si demain on me diagnostique un cancer, ça sera évidemment une mauvaise nouvelle, mais dans ma tête, je suis sûr que je vais me dire oui, bah, c'est pas grave, c'est un problème, mais il sera réglé. Et peut-être naïvement, hein, donc ça c'est peut-être à l'effet inverse, peut-être qu'à un moment il faudra me ramener à la réalité en me disant non, mais là il y a un vrai problème. Je dis ouais, ben, c'est pas grave, on va le gérer. Donc voilà un peu le regard que j'ai. Je pense que j'ai un optimisme assez fort, qui pour autant me fait pas que voir le côté positif des choses. Je peux vite prendre des décisions, mais j'essaye quand même de regarder ce qui peut mal se passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça qui va me retenir maintenant, parce que je me dis si ça se passe mal, c'est pas grave, il y aura une solution. Encore une fois, j'ai vu mon père mourir devant moi et je suis là aujourd'hui, donc bon, a priori il y a une solution à tout, quoi. Voilà. Et il y a plus de 20 ans, Histoire Kintsugi, le podcast n'existait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, alors je parle pas du basket ou de ce que tu nous as déjà partagé, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un livre, un film, que sais-je, quelque chose qui t'a fait dire ah bah je suis pas seule? Alors même si tu veux pas parler du basket, moi je vais quand même en parler. Non, mais parce que vraiment le basket, ça a été vraiment une porte de sortie sur plein de choses. En plus de ça, le basket, mais le sport en général, je pense, hein, mais pour moi le basket, c'était un sport d'équipe. Donc de fait, je pouvais pas me sentir seul. En plus, j'avais le rôle de meneur de jeu, donc et j'ai toujours pris un énorme plaisir à faire jouer mes partenaires. Tu sais, au basket, on compte beaucoup les stats. La première stat que tout le monde regarde, c'est il a marqué combien de points. Ouais, j'étais content quand je marquais des points, mais en fait, j'étais encore plus content quand je faisais la bonne passe à mon coéquipier. L'autre truc au basket que j'ai adoré, c'est que on me sous-estimait. Surtout quand je suis arrivé dans les catégories seniors, on me sous-estimait parce que j'étais petit. Donc, comme c'est un sport de grand, tu vois un petit, forcément il est nul, tu vois. Et ça, en général, c'était avant que les gens me voient courir et accélérer, parce que j'allais vite et j'étais une vraie teigne sur un terrain de basket. Parfois trop. Au début, j'avais du mal à canaliser ça. Ma mère, qui va certainement écouter cet épisode, va se rappeler le nombre de fois elle m'a dit « Mets ton énervement au service du jeu ». Et moi, j'étais du genre, si je perds un ballon, mon adversaire ne peut pas aller marquer un panier sans au moins que je l'embête. Et ça m'a fait rattraper un paquet de gars qui n'ont pas réussi à marquer le panier. Donc ça a été, voilà, j'ai trouvé une force là-dedans. Et puis encore une fois, quand tu fais un sport de grand alors que t'es petit, en fait, de fait, il faut que tu trouves des solutions à ton problème que je pouvais pas régler parce que a priori, je serais toujours petit, quoi. Donc le basket quand même. Après, il y a autre chose, puisque 2003, c'est l'année de la sortie de l'album de Sniper, Gravé dans la roche. Et pour le coup, Gravé dans la roche, le single doit sortir, en tout cas moi je le découvre peu de temps après le décès de mon père, et c'est une chanson que j'ai écoutée énormément de fois, que j'écoute toujours aujourd'hui. Je pense que si je la mets, j'ai encore toutes les paroles bien en tête. Il y a eu ça, et de mémoire, dans le même album, ils font la chanson Sans repère, avec des parenthèses autour du re, donc c'était sans père et sans repère, dans laquelle je me suis beaucoup identifié. Même s'il parle pas forcément du décès dans la chanson, on y vient. Et puis c'était assez marrant parce que en cours de musique, ça m'avait marqué pour le coup. En cours de musique, je sais pas si c'était l'année juste après le décès, mais c'était au collège. Le prof veut nous faire chanter plutôt du rap et il propose Sans repère. Et j'ai plusieurs personnes de ma classe qui ont dit ah bah non, on peut pas faire cette chanson pour Thibaut parce qu'il y a Thibaut, c'est peut-être compliqué et tout. Et encore une fois, ça reboucle ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent être sensibles à ça, il y en a qui vont en faire trop, d'autres pas assez, mais voilà, donc c'est pour répondre à la question, le basket quand même, et la musique, et après j'étais pas trop livre ou film, donc je le suis déjà toujours pas d'ailleurs, mais aujourd'hui j'aime bien
Ouais, les histoires de gens qui ont eu comme je le dis, des galères, ça me parle. Et en fait, aujourd'hui, si je devais te donner une ressource aujourd'hui, c'est le podcast. Parce qu'en fait, j'adore parler avec des gens qui ont eu des parcours de vie avec des vraies difficultés, de comprendre comment eux ont fait pour gérer ça, comment ils ont avancé malgré ces difficultés. Et voilà. Globalement, c'est ça les ressources. Ok, merci de nous avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose pour terminer ? Si on veut faire encore j'allais dire un peu de drame, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui me font peur Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles j'aimerais encore avoir mon père avec moi ? C'est une bonne question, ça, j'aurais pu la poser. Ouais, t'aurais pu la poser. Oui, parce que pour le coup, c'est un peu le truc où j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie qui avaient perdu un parent et qui se disaient mais pour tel et tel événement dans ma vie ça va être compliqué, souvent le mariage. Moi j'avoue que j'ai pas tellement peur de ça, mais en même temps je sais pas comment ça va se passer. Ce qui fait que j'ai pas peur, c'est que ça fait 20 ans et qu'aujourd'hui j'ai plus vécu sans lui qu'avec lui, donc en fait je me suis habitué à cette absence. Maintenant oui, il y a plein de choses où je me dis j'aimerais bien avoir mon père pour partager des choses, surtout quand je vois d'autres personnes partager avec leur père des choses, mais voilà, donc je vais quand même répondre à la question que tu m'as pas posée. Il n'y a pas grand chose qui me fait peur, si ce n'est la construction que je pourrais avoir encore en tant qu'homme, même avec un grand H, en me disant tiens, qu'est-ce que ça aurait pu m'apporter d'avoir encore cette personne et mon père avec moi. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, s'il était là, je serais peut-être pas non plus la personne que je suis, donc je sais pas, j'aurais jamais la réponse de toute façon, donc le problème est réglé, on dira, mais voilà, ça aurait pu être une question intéressante. Ok, si t'as pas d'autres choses à ajouter, je propose qu'on s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, merci encore de m'avoir fait confiance pour te poser ces questions-là. Avec plaisir. Et puis, à bientôt, je te laisserai le micro la prochaine fois. Ça marche, merci pour les questions. Et puis, si vous avez d'autres questions à me poser sur l'histoire ou sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.